Policier, militaire, agent de sécurité ou pénitentiaire, à l'Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts, c'est possible. Découvre notre nouvelle option, aspirant au métier de la défense, de la prévention et de la sécurité. Une formation d'avenir concrète et passionnante pour celles et ceux qui veulent agir. Toutes les infos sur saintjoseph3ponts.be. Saint-Joseph Trois-Ponts, une chance pour tous, un avenir pour chacun. Impact FM présente Carte sur table. Bonjour ou rebonjour à tous, nous sommes en direct ce vendredi matin pour le retour de Cartes sur table avec notre invité ce matin, Fabien Legros, le bourgmestre de Stavelot. Bonjour Fabien. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'un petit aparté pour nos auditeurs ou téléspectateurs qui nous suivent aussi en vidéo sur Facebook, ça fait longtemps que je vous ai contacté, ça fait déjà plusieurs mois qu'on essaye de coordonner nos agendas pour vous recevoir dans Cartes sur table, pour revenir évidemment avec vous sur votre nouvelle fonction de bourgmestre. On vous a déjà reçu il y a quelques années, si je me trompe, vous étiez toujours échevin des travaux à Stavelot à l'époque. Ici, on a réussi à coordonner nos deux agendas, même si nous ne sommes pas le troisième vendredi du mois, date habituelle de Cartes sur table. On peut changer notre programmation. On est le dernier, le quatrième vendredi de ce mois de juin, mais bienvenue quand même à vous aussi. Vous avez un agenda de ministre ou quoi? Merci, non, mais avec concilier la vie professionnelle, puisque j'étais enseignant, une année scolaire débute au mois de septembre, donc c'était pas du tout prévu qu'il y ait autant de changements après les élections. Il a fallu se coordonner et le vendredi matin, je donne cours, donc c'était assez compliqué. Voilà, ici, c'est les examens qui sont finis, donc vous avez le temps de venir de faire un petit crochet par notre studio, tant mieux pour nous et pour les auditeurs aussi avant tout. Alors on va revenir, même si on vous a reçu il y a quelques années, j'ai déjà dit aussi. D'où venez-vous? Quel est votre parcours, on va dire, personnel? Tout d'abord, vous êtes né où? Vous avez grandi où exactement? Alors je suis né à Malmedy, et oui, un Stavelotin qui est né à Malmedy. Et puis, on doit couper ça ou bien on laisse? Pardon? On doit couper ça ou on laisse? Non, on peut laisser. On aime bien de se charrier, mais on a quand même beaucoup d'affinités avec nos amis malmédiens. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai fait toute ma jeunesse à Stavelot. Je suis juste parti quelques années vivre dans le village de Hénumont à Trois-Ponts, parce que quand mes parents sont séparés, ma maman a refait sa vie, a construit une maison à Hénumont. Donc j'ai pas mal d'amis aussi dans la commune de Trois-Ponts. J'y ai joué au football d'ailleurs. Parcours scolaire, j'ai commencé au collège Saint-Remacle à Stavelot jusqu'en deuxième primaire, et puis je suis parti à l'Athénée Royal de Stavelot, et puis ensuite je suis parti à l'Athénée Royal de Vielsalm où j'ai fait mon apprentissage de conducteur d'engin de chantier. Et puis alors à la fin de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise locale, donc l'entreprise Bodaroué dans l'équipe Tarmac. Puis je suis rentré à la commune de Stavelot comme opérateur tractopelle, donc je faisais tous les travaux de génie civil à la commune de Stavelot. Et puis je suis parti dans le privé, j'étais 1 an dans une société qui s'appelait Envirotop, qui travaille dans les dépollutions de sol. Puis j'ai eu l'occasion d'atterrir chez Nelles, où là j'ai vraiment fait tout mon apprentissage. Donc j'ai commencé comme machiniste, je suis devenu chef d'équipe. Puis alors, je me suis occupé à ma prise de fonction d'échevin du planning logistique. Et puis, je suis devenu conducteur de chantier. Et entre le fait d'avoir la responsabilité de la logistique et d'être conducteur de chantier, nous avions lancé un projet avec la société Bionette, qui était une société de lavage de conteneurs. Malheureusement, ça n'a pas pris comme on l'espérait, donc on a dû abandonner. Et puis alors, par après, j'ai eu l'occasion, j'ai été contacté par un de mes anciens collègues, mon ancien professeur plutôt, qui m'a proposé de devenir enseignant avec lui à Vielsalm pour former les jeunes à la conduite d'engins de chantier. J'avais un peu des appréhensions et en fait, je m'y plais très bien. Je me suis rendu compte que l'apprentissage et le travail avec les élèves était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et depuis 2019, je suis enseignant à l'Athénée Royal de Vielsalm. Je ne me rappelais pas moi de ce parcours. Vous êtes vraiment un homme de terrain, manuel. Donc ça veut dire aussi quand vous enseignez cela et quand vous étiez échevin des travaux, vous saviez évidemment de quoi vous parliez là. Oui, tout à fait. Malheureusement, j'ai dû abandonner cette attribution. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse parce qu'il y avait une équipe que j'appréciais beaucoup. Puis c'est vraiment les matières que j'affectionne beaucoup. Mais bon, je reste quand même attentif sur ces dossiers-là. Mais on a un échevin des travaux qui a pris ma place et qui fait ça très bien. La personne de Damien Legras. Et alors, vous êtes sportif, vous avez joué au football à l'époque? Oui, donc j'ai joué au football à Stavelot. J'ai joué 1 an en Francorchamps. À l'époque, on avait fait un projet avec tous les Stavelotins à Stavelot Sport, 1 an aussi. Puis je suis retourné à Stavelot et j'ai joué quelques années à Trois-Ponts aussi, où j'ai terminé d'ailleurs en vétéran. Oui, vous ne jouez plus là? Non, malheureusement, mon épouse m'a demandé de choisir entre le foot et la politique, donc j'ai dû faire un choix. Il n'y a pas d'autre sport que le foot? J'ai fait un petit peu du tennis,
Mais avec la météo qu'on avait en interclub, il fallait parfois revenir, ou on était bloqué à cause de la pluie. Et comme je suis quelqu'un d'assez nerveux et j'étais très impatient à l'époque, j'ai dû stopper pour cette raison. Bah, c'est l'occasion de construire des terrains couverts, non? On a construit de nouveaux terrains, mais ils ne sont pas couverts, oui. Alors, vous n'êtes pas musicien, vous? Vous êtes engagé dans le folklore, on le sait aussi, Oui. mais vous n'êtes pas musicien? Non, je ne suis pas musicien. Par contre, dans le folklore, vous l'êtes? C'est-à-dire que je suis assez appliqué au niveau folklore local. Oui, je suis membre du comité des grosses tiesses de Parfonderie, où mon papa et mon grand-père faisaient partie du comité. Je suis membre évidemment des Blancs-Moussis depuis 1997. Donc, dans 2 ans, je pourrais fêter mes 30 ans de Blancs-Moussis. J'en suis évidemment très fier. C'est la fierté quand on est stavelotin de pouvoir se dire, quand on est un homme stavelotin, il faut le dire comme ça, d'être Blanc-Moussis. C'est une obligation, si on peut dire? Je ne vais pas dire que c'est une obligation, mais moi j'ai toujours eu cette culture qui m'est venue par... En fait, je suis rentré au Blanc-Moussis via Cédric Van der Schaak, qui vient de devenir grand maître. Donc nous sommes rentrés la même année, on est rentrés ensemble. Nous sommes toujours dans le même groupe du Létaré le samedi et le lundi. Et voilà, maintenant, voir qu'il est devenu grand maître de la confrérie, c'est une fierté également. Alors, on va parler un petit peu de politique, de votre parcours politique. En tout cas, vous êtes engagé quand exactement? On l'a dit, vous avez connu la commune de Stavelot de l'intérieur au service de travaux. Oui. Ça a commencé quand, votre parcours politique? En fait, je me suis toujours intéressé à la politique. Je veux dire que ça s'est vraiment marqué à mes 12 ans, où avec mon grand-père, on écoutait tous les débats télévisés le dimanche matin à l'époque. On avait souvent des discussions à table politiques. Et puis, moi, je connaissais bien mes convictions, qui étaient celles de mon grand-père. J'ai toujours suivi ça de loin. Et puis alors, quand j'ai quitté la commune à l'époque, plusieurs personnes m'avaient dit ce serait bien que tu rentres en politique, que tu t'investisses, notamment Thierry de Bournonville. Et alors, quand j'ai quitté le service travaux en 2007, je suis rentré au comité du MR. On a recréé une section jeune MR qui n'existait plus. Puis je me suis présenté pour la première fois en 2012, où j'ai été élu échevin dès ma première élection, en faisant le 7e score de la commune, toutes listes confondues, 5e score du MR. Puis les élections de 2018 m'ont confirmé, puisque j'ai pratiquement triplé mon score. Donc je suis devenu premier échevin, et puis en 2024, voilà. Ouais, on va y revenir très rapidement. Pourquoi le MR, dans l'imaginaire collectif, et généralement en tout cas quand on est ouvrier, à la base on est plutôt de gauche, non? On se dit on va défendre un peu notre gagne-pain ou autre, non? Non, parce que moi je trouve que le MR incarne plus la défense des valeurs du travail, et je trouve que récompenser le travail comme... ils le préconisent dans leur programme, c'est plus mes convictions que les convictions des partis de gauche, où je ne m'y retrouve pas du tout. Et je trouve que, à titre personnel, on doit aider les gens en difficulté. Je pense qu'on le fait, et la preuve en est à Stavelot. Mais il ne faut pas non plus rester dans de l'assistanat permanent. Je pense que tout le monde peut avoir des erreurs de parcours. On doit être là. On ne doit pas laisser les gens au bord du chemin. Mais des gens qui restent chômeurs sur toute leur carrière, je trouve ça triste et pas normal. Alors, on va revenir à 2024, octobre 2024. C'est une surprise pour vous d'avoir fait le meilleur score de votre liste devant Thierry de Bournonville, qu'on voyait rempiler, même s'il avait un peu hésité à savoir s'il allait se représenter ou pas. Il se disait peut-être faire un dernier mandat, et finalement vous êtes passé devant, comme on dit, vous avez fait le meilleur score. C'était vraiment une surprise. On a déjà parlé un petit peu à l'époque, en tout cas presque en direct ici, je me rappelle, sur antenne, on avait réussi à se contacter pendant quelques secondes, parce que c'était assez chaud comme soirée après ces élections communales. Après coup, c'était encore une surprise encore? Ça reste toujours une surprise, parce que premièrement je n'étais pas tête de liste. Maintenant c'est vrai que pendant la campagne on l'entendait, on l'entendait beaucoup. J'arrivais à certains événements où on m'appelait des jamailleurs. Voilà, ça fait toujours plaisir et c'est flatteur, mais bon, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc je ne me mettais pas la pression par rapport à ça. Je me suis dit on verra bien ce qui se passera. Et puis finalement, les électeurs ont décidé, et c'est ce qui s'est passé. Alors on le sait, c'était un peu compliqué pour Thierry de Bournonville à l'époque. Là maintenant, c'est un peu apaisé de son côté, selon vous? Non, toujours pas. C'est toujours très compliqué. On le regrette tous au niveau de notre groupe. Il a vraiment fait un pas de côté, et on est un petit peu triste de l'attitude qu'il a actuellement. Enfin, voilà, mais il a marqué la commune de Stavelot indéniablement. Hein. Ah oui, bien sûr, mais on ne revient pas sur ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il a fait des bonnes choses, il a bien travaillé, mais on déplore un petit peu l'attitude après élection, où finalement, il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu, une campagne anti-bourgmestre à l'époque. Enfin voilà, c'est comme ça, et il faut aller de l'avant. On le regrette, mais
J'espère qu'un jour, avec le temps, les choses rentreront dans l'ordre. Mais... Ouais. Et entre parenthèses, on a un peu le même cas de figure aussi du côté de Jalais, une commune voisine avec Victoria Van den Berg qui est passée devant Michel Francelet qui se représentait aussi en tête de liste avec parfois un petit peu de difficultés aussi là en interne, en tout cas pour la majorité actuellement du côté de Jalais. Voilà, pour refermer la parenthèse. Alors, je vous disais juste avant de prendre l'antenne ici en direct, je suis un peu étonné justement de votre parcours, de la place que vous commencez à prendre vraiment au sein du MR, notamment dans l'arrondissement, parce qu'on a déjà reçu des mails en tant que secrétaire du MR pour l'arrondissement, puis maintenant vice-président du MR pour l'arrondissement. Ça veut dire que vous installez de plus en plus au sein du parti, en tout cas ici dans la région et dans l'arrondissement. C'est-à-dire que voilà, moi je me suis toujours bien investi, que ce soit au niveau local, et puis par après j'ai pu avoir l'occasion de m'investir dans l'équipe de Philippe Bourry au niveau de l'arrondissement. Donc quand il était président. Oui, quand il était président. Donc j'ai eu le poste de secrétaire. Et puis quand les instances ont été renouvelées, Philippe Bourry avait exprimé son souhait d'être un petit peu plus en retrait tout en restant dans l'équipe, puisqu'il est vice-président également. Et puis Stéphanie Cortis m'avait proposé le poste de vice-président délégué d'arrondissement, que j'ai accepté. Et quelque part, ça fait plaisir, parce que c'est une belle marque de reconnaissance par rapport au travail de terrain qu'on accomplit. Alors, il y a Stavelot, c'est une belle commune, hein. On va être honnête. Et après, vous voyez à Namur ou à Bruxelles? Bon, j'ai pas vraiment de plan de carrière établi. Moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. On verra bien ce qui se passera. Dire jamais, il ne faut jamais dire jamais. Mais pour le moment, je suis à Stavelot. Ma priorité est à Stavelot. On verra bien par la suite. On ne sait jamais ce qui peut se passer en politique. Ici, je suis quand même député suppléant. Donc, c'est-à-dire que je suis premier suppléant. Si jamais il y avait un désistement, je pourrais devenir député. Mais pour le moment, tout le monde est bien en place, en bonne santé. Et c'est très bien comme ça. Alors, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'était compliqué de gérer nos deux agendas à l'époque. Et vous-même, quand vous étiez cheval, ça demandait pas mal de travail. En tant que bourgmestre maintenant et en tant qu'enseignant, toujours, c'est peu compliqué. C'est facile de mener tout ça de front, notamment au niveau de la vie de famille, parce qu'il faut pouvoir assurer tout ça, non? C'est clair, les journées sont très longues, très chargées, très remplies. Les soirées également. J'ai une épouse qui est assez patiente, parce que je peux vous dire que sur une semaine, elle ne me voit pas beaucoup. Et voilà, quand on a l'occasion, on essaye aussi de se bloquer des moments pour rester un petit peu en famille. Ça, c'est assez précieux, mais ces moments-là sont plutôt rares. Oui, vous m'avez dit aussi, juste avant de prendre l'antenne en direct, qu'il y avait le conseil communal hier soir à Stavelot. On va y revenir un tout petit peu aussi dans la deuxième partie. Vous n'avez pas fait de prolongation exprès pour être en forme ce matin? Non, c'est-à-dire qu'après, on se retrouve toujours pour prendre un petit verre entre élus. Du groupe de la majorité. Et hier, sachant que j'avais mon interview, je ne suis pas resté très tard. Voilà, c'est tout à votre honneur, bien entendu. Alors, on va faire une petite pause ici, une petite pause publicitaire, puis le rappel des informations régionales. Et on revient dans quelques minutes en direct avec vous pour une deuxième partie. On va parler un petit peu plus de politique communale aussi. On va s'intéresser, bien entendu, à Stavelot et au gros dossier qui attend les Stavelotins. Carte sur table revient dans un instant. Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadjou, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le Malmedy Trial Bike va bientôt et enfin disposer d'un terrain permanent grâce à un beau subside de la ministre des Sports. Ce sont les 24 heures ce week-end des événements de l'année sur le plus beau circuit du monde. Et il y a 100 ans exactement, c'est une voiture belge, une Imperia qui s'imposait, une marque qui renaît. Détail dans ce journal. Et en football, on connaît le calendrier de la prochaine saison provinciale. Retour officiel sur les pelouses dans un mois exactement. Vendredi 27 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, le week-end s'annonce encore bien chargé dans la région avec notamment la Saint-Pierre, un long week-end jusque mardi à Malmedy. Difficile de ne pas s'en rendre compte quand on traverse la ville et on l'entendra aussi avec la musique et les bruits des attractions. Il y a également la traditionnelle ronde de la Saint-Jean cet après-midi par les enfants des écoles de la commune. Départ à 14h depuis la place Albert. Ce week-end, d'autres quelques concerts et d'autres festivités. On notera encore le marathon des Hautes-Fagnes au départ de la Pique Brasserie, le marathon le plus haut de Belgique évidemment. Avis aux courageux avec 4 distances au programme. La Kids Run 10 km 21 km et la distance mythique du marathon 42 km 195.
Pour les fans des Francopholies de Spa, notez que l'affiche complète est enfin sortie avec le timing des différentes scènes et donc de vos artistes favoris de la grande scène Pierre Rapsat au bar en folie. Il ne vous reste plus qu'à établir votre programme de ceux que vous ne voulez pas manquer et de zapper les concerts qui vous intéressent moins. Pour les distraits des Franco de Spa, ce sera du 17 au 20 juillet dans la ville d'Eau. On poursuit avec cette bonne nouvelle pour le club de trial de Malmedy qui va enfin pouvoir s'installer durablement dans ses propres installations. Après l'arrière du centre sportif, un déménagement du côté de la piscine, Malmedy Expo en hiver, le Malmedy Trial Bike vient de se voir accorder un subside de près de 250 000 € par la ministre des Sports Jacqueline Galland pour s'installer sur un terrain de quelques 5000 mètres carrés. Le coût total du projet est estimé à 302 000 € hors TVA et cet accord de principe d'octroi d'un subside de 247 770 € exactement constitue une étape essentielle vers la réalisation du terrain définitif dans l'attente du dépôt du projet final et de la concrétisation des travaux, précise la ministre. C'est le week-end des 24 heures sur le plus beau circuit du monde et pour l'occasion, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur puisqu'il y a 100 ans exactement, c'est une voiture belge, une Imperia qui l'emportait sur le double tour d'horloge, voiture construite à l'époque à Nessonvaux dans la vallée de la Vesdre, dont la marque Le Logo a séduit Sylvia Marteleur qui a racheté les droits d'exploitation et alors que les voitures, elles, sont définitivement remisées dans les garages malgré une tentative de relancer la marque il y a une quinzaine d'années. Effectivement, ils ont remporté les 4 premières places dans leur catégorie ici aux 24 heures de Spa. Et ensuite, ils ont de nouveau gagné au Monte-Carlo, alors, oui. Ça veut dire aussi que c'est une marque qu'on connaît pas mal aussi dans la vallée de la Vesdre. Il y avait notamment une usine. Oui, à Nessonvaux. Donc on voit toujours d'ailleurs, je pense, un morceau du circuit où ils faisaient les essais voitures. Et effectivement, donc comme c'est régional, mais il faut que ça reste régional. C'est le but. On a eu l'occasion de pouvoir acquérir en fait le prototype, mais qui n'a pas été homologué. Donc on a le prototype, on a les moules, on a la publicité qui va avec, mais malheureusement il n'est pas homologué. C'est juste un beau meuble. Et fini donc les voitures Imperia, place aux vêtements à présent. La collection était exposée mercredi soir à la boîte à bijoux, le garage qui collectionne les ancêtres à Francorchamps. Une collection de vêtements que Sylvia Marteleur vend du bouche à oreille, qu'elle compte bien développer encore. Oui, puisque au niveau automobile, c'est cuit, je vais dire. Donc je ne vais pas me lancer dans la fabrication, la construction d'automobiles. Mais par contre, on s'est dit que pourquoi pas l'exploiter pour faire un peu de textile et de remettre un peu dans la mémoire des jeunes, peut-être qui n'ont pas connu que Imperia c'était quand même une marque de luxe et c'était dans la région, donc il faut valoriser le patrimoine. Une gamme assez classique, donc on retrouve des chemises, des polos, des casquettes, des écharpes, tout ce genre d'habillement et qui est tout à fait personnalisable au niveau de la couleur. Si quelqu'un veut le logo plutôt en blanc qu'en bleu ou en orange plutôt qu'en vert, voilà, on peut tout faire à la commande sans problème. Avec le logo, l'écriture, Imperia aussi, l'écriture un peu à la main aussi qui est reconnaissable. Oui, tout à fait. C'est important de garder cette écriture qui justement fait le côté artisanal, qui est bien l'image d'Imperia. Une signature finalement. Une signature, tout à fait. Voilà, et ce week-end, ce sont donc les 24 heures des 3 gros événements de l'année sur le circuit avec les 6 heures du WEC et le Grand Prix de Formule 1 évidemment. À suivre entre autres la prestation des Mamdi Kids accompagnés d'enfants des artisans réunis. Juste avant le départ, ils vont interpréter la Brabançonne. Un beau moment à suivre sur les différents directs. Départ des 24 heures demain à 16h30 et arrivée dimanche, même heure évidemment. Et on termine avec un petit mot de football avec le projet de calendrier pour la prochaine saison. Si on le sait, on l'a déjà annoncé ici que le championnat provincial débutera une semaine plus tard. La première journée est programmée le week-end du 24 août. Les premières rencontres officielles auront lieu bien plus tôt avec le premier tour de la Coupe de la Province dès le 27 juillet pour toutes les équipes d'Améum, de la P1 à la P4. Il y a d'ailleurs 3 tours de Coupe de la Province chaque dimanche et un 4e pour les P3, P4 avant le début du championnat. Dernière journée du championnat le week-end du 26 avril avant les journées de tour finale et finale des Coupes de la Province le week-end de Pentecôte autour du 24 mai. On a un petit peu de temps pour s'y préparer, alors profitez bien de votre week-end et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact News. Impact FM.
Météo. Ce matin, il va faire très nuageux pour la plupart des régions, des périodes de pluie annoncées. Ensuite, le temps redeviendra sec avec graduellement une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima entre 20 et 25 degrés et un vent de modéré assez fort d'ouest à sud-ouest. Demain samedi, la journée débutera avec un assez large éclaircie et localement de la grisaille. Ensuite, des nuages vont bourgeonner assez rapidement, vont mener à une nébulosité plus variable, voire parfois abondante localement. Le temps va rester sec à une faible ondée près et en fin de journée et en soirée, ces nuages finiront par se dissiper, les maximums de 23 à 28 degrés et un vent modéré d'ouest. Dimanche, journée souvent ensoleillée, quelques nuages vont se former l'après-midi, les températures entre 23 et 26 degrés qui continuent leur ascension et lundi, nous poursuivons cette tendance chaude et ensoleillée. Les températures toujours en hausse s'afficheront de 26 à 31 degrés, voire même localement 33 degrés. Le vent sera faible de secteur est. Découvrez notre large gamme de boissons et combustibles. Le Drive, c'est aussi la location de matériel de brasserie pour tous vos événements. Drive de Malmedy, au cœur du zoning de Malmedy. Possibilité de livraison. drivedemalmedy.be. Carte sur table avec Olivier Tomezzoli. Et retour en direct pour ce carte sur table avec notre invité ce matin, Fabien Legros, bourgmestre de Stavelot. Rebonjour, re-bienvenue sur antenne et en direct. Alors, avant d'entamer vraiment les dossiers qui concernent plus particulièrement Stavelot, quand on est bourgmestre, on change un petit peu d'attitude ou pas. Quel est votre caractère, votre patte, la patte Fabien Legros, le bourgmestre là aujourd'hui? Vous êtes nerveux ou pas? Non, j'étais très nerveux plus jeune. Je pense que j'ai bien changé à ce niveau-là. Puis quand on est bourgmestre, on doit prendre un petit peu de la hauteur, prendre du recul. Et puis je suis quelqu'un qui travaille fort en équipe. J'aime bien te consulter, de demander des avis et d'être à l'écoute. Je crois que c'est ce qui me caractérise le plus. Vous êtes conciliant ou pas? Pour certains dossiers, oui. Pour d'autres, parfois, il faut être un peu plus ferme. Mais sinon, d'une manière générale, j'essaie d'être à l'écoute. Je pense que le climat est plus calme au niveau du conseil communal. Je pense que j'essaie d'écouter chacun, d'être respectueux, même si parfois on n'a pas les mêmes points de vue. Mais je pense que le climat autour du conseil communal est plus calme et mieux comme ceci. Et de temps en temps, lors des réunions, lors d'un collège communal, un petit coup de poing sur la table ou pas? C'est pas nécessaire avec l'équipe que j'ai. On en discute, chacun a son point de vue, puis quand il faut trancher, on tranche, mais toujours en équipe. Vous êtes très diplomate là. Je pense que c'est comme ça qu'on doit gérer une équipe. On va quand même travailler pendant plusieurs années ensemble et avoir des personnes qui imposent leur vue sans discuter. Enfin, c'est pas ma philosophie. Alors, un point un petit peu moins sympa, si on peut dire, pour Stavelot, c'est la sécurité de manière générale. Il y a pas mal quand même de faits de violence, de faits de drogue et autres sur Stavelot. Il y en a eu dans le passé, il y en a encore régulièrement maintenant. Est-ce qu'il y a des zones de non-droit? On parle notamment le quartier de la Rue Neuve ou bien même le quartier des Étangs ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse problématique là aujourd'hui à Stavelot et est-ce qu'elle est prise en charge? Je dirais dire qu'il n'y a pas de problématique, ce serait nier l'évidence. Il y en a une, comme dans la plupart des communes de la région. Maintenant, aux Étangs, c'est la première fois que j'entends un fait aussi grave en tout cas. Qu'on ne peut que condamner et regretter. On parle d'un passage à tabac de jeunes qui était organisé. On a vraiment été choqués d'apprendre ce qui s'est passé là. Au niveau de la Rue Neuve, oui, on a quelques problèmes. On en a ailleurs. On a aussi des rassemblements au niveau de l'esplanade. On a aussi quelques rassemblements à d'autres endroits. La police est au courant, est informée, effectue des contrôles, des patrouilles. On essaye de lutter. Le réseau caméra a été remis en ordre, ce qui permet aussi d'avoir une certaine visibilité sur certains méfaits. On a encore eu quelques faits il y a quelques jours avec des gens qui avaient été volés des plaques d'immatriculation sur Caux et qui sont revenus, qui roulaient sans plaque au centre-ville. Les caméras ont permis de localiser les auteurs. C'est-à-dire que la police agit de manière discrète peut-être, parce qu'on en parle relativement peu, mais elle agit quand même sous vos ordres. C'est vous qui sollicitez. C'est-à-dire que moi j'ai des entretiens quotidiennement avec les responsables de la maison de police de Stavelot, donc on est au courant de toutes les problématiques. On formule des propositions ensemble, ils me tiennent au courant du suivi et je peux vous dire qu'ils sont assez réactifs et
on a de la chance d'avoir une équipe aussi proactive à Stavelot. Alors on reste dans le centre-ville pour un autre gros dossier, c'est le fameux master plan. On en a parlé très longuement ici aussi, on l'a présenté et autres, il commence à se réaliser. On en est où justement dans cette manière de redessiner, en tout cas de rénover, de protéger finalement ce centre-ville historique de Stavelot? Donc en fait, le master plan, c'était les fiches projets. Les fiches projets ont permis de prétendre un subside de ce qu'on appelle la rénovation urbaine. Donc là, on a rentré deux fiches sur 14, puisqu'on nous avait demandé de prioriser. La toute première fiche qui était priorisée, c'était le hall des sports, mais on nous a expliqué qu'il ne pouvait pas être retenu, il n'était pas dans les critères. Donc on a malheureusement laissé tomber ce projet-là au niveau de la rénovation urbaine. Donc on a proposé la rénovation de l'esplanade et de l'avenue Ferdinand Nicolaï et de la place Saint-Remacle. Donc ici, les dossiers complets ont été rentrés à la région wallonne et nous attendons le retour de la région wallonne pour savoir si les fiches sont validées ou pas. Et on parle de quel projet exactement de réaménagement? Donc c'est le réaménagement de la place Saint-Remacle avec... on va bouger les pavés? Non, l'idée c'est de repaver. Donc on est quand même très attaché à nos pavés au centre-ville, mais de refaire des joies et d'avoir un pavage uniforme partout. En maintenant les galets d'eau, puisqu'autour du perron et sur le côté droit, donc quand on est face à l'hôtel de ville, de l'hôtel de ville qu'on regarde à droite, du côté de l'ancien Crédit Agricole, il y a toute une partie galets d'eau qui serait préservée évidemment. Essayer d'avoir une harmonisation des trottoirs accessibles au PMR et avoir un trottoir tout autour des bâtiments. Ça c'est le projet, en maintenant le perron évidemment. Et alors il y aurait aussi les amorces sur la rue du Vinave, l'avenue Général Jacques et la rue Haute qui seraient également refaites. Alors, dans ce projet aussi de master plan, on intègre, on a parlé de l'esplanade, mais juste à côté, l'île Saint-Nicolas, avec un projet d'un promoteur privé. Là, on en est où? Parce que je me rappelle en avoir parlé il y a déjà quelques temps aussi. La dernière fois que je suis passé, il n'y avait rien qui bougeait, non? Ici, pour le moment, il y a une enquête qui est en cours, une enquête publique. Donc, la demande de permis a été introduite, puis on espère qu'elle va aboutir. Et dès qu'elle aura abouti, j'espère que les travaux pourront commencer début 2026. Donc, tout dépendra de ce permis, s'il est accordé ou pas. Oui, ça va ressembler à quoi encore, pour nous rappeler? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un projet d'agrandissement de la polyclinique. Donc avoir une offre de soins de santé au centre-ville de Stavelot, c'était vraiment quelque chose qui était très important aux yeux de la majorité. Et puis alors, il y avait une offre de logement, et notamment des logements pour nos aînés. Une résidence-service? Pardon? Ce serait une résidence-service? Il y aurait une partie résidence-service, oui. Oui. Et les villages, on en fait quoi? Dans les villages, on continue à travailler au niveau du PCDR. Donc malheureusement... C'est le plan communal de développement rural qui permet aussi de rentrer des fiches avec des subsides réguliers sur 10 ans en tout cas. Oui, voilà, donc la commission s'est réunie et a mis la priorité sur certaines fiches projets qui avaient été retenues et proposées par les différents membres de ces réunions. Donc je crois qu'il y avait une 50aine de projets de mémoire. Ici, on essaye aussi de pouvoir les finaliser. Alors, il y aura un timing. Et puis, il faudra proposer les dossiers à la région wallonne, voir lesquels pourront être retenus ou pas. Donc, ça avance aussi au niveau des villages. Oui, on parlait tout à l'heure qu'il y avait conseil communal hier soir, avec notamment l'approbation d'un plan de rénovation de la rue des Blanches-Pierres, si je ne me trompe. Oui. C'est bien ça qui a été approuvé hier pour près de 900 000 €. Une route qui avait été fortement endommagée par les inondations, qui va être refaite d'ici la fin, en tout cas les travaux vont commencer d'ici la fin de l'année 2025, je me trompe, pour relier les villages de Hockey et de Ster, route fort empruntée quand il y a des gros événements sur le circuit, je me trompe, non? Tout à fait. Mais c'est une route qui avait été très endommagée aux inondations. Donc nous avions déjà prévu la rénovation de cette route-là. Elle était inscrite dans un PIC. Donc les PIC, c'est les plans d'investissement communaux qui sont subsidiés à hauteur de 60%. Malheureusement, comme elle a été dans la liste des voiries sinistrées, on ne pouvait pas prétendre aux subsides des deux côtés, ce qui est logique. Donc on s'est contenté de prendre les subsides que nous avons reçus du Fonds des calamités et pour inscrire cette voirie qui sera réfectionnée d'ici la fin d'année. Ça, il faut qu'on regarde un petit peu parce que nous sommes tenus également avec le planning des travaux à Francorchamps. On essaie de ne pas trop impacter la mobilité dans les villages. Donc je pense que ça ne posera pas trop de problèmes, mais il faut vraiment qu'on s'assure de
de ne pas bloquer les habitants des villages concernés. Oui, parce qu'on aurait pu faire une émission entière sur les travaux à Francorchamps. Voilà, on ne va pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est le SPW de toute façon qui gère ça. Alors pour revenir, j'avais une petite ligne que j'ai zappée ici pour revenir justement au centre-ville avec un autre lieu emblématique, c'est le Spar, bien entendu. Avec, on en fait quoi là? Parce qu'à part un parking et de temps en temps un incendie dû à des squatteurs, il s'y passe quoi, Spar? Actuellement, on attend également le fiche des retours PATA, pour voir celles qui vont être avalisées ou pas. Et une fois qu'on aura les informations là-dessus, on va pouvoir avancer. On a déjà notre idée sur le projet qui pourrait se dessiner à cet endroit-là. Reste à voir si on part vraiment sur un projet promoteur, un partenariat privé-public, où on part à 100%, mais on avait une estimation de la démolition. Maintenant, voilà, il y a plusieurs pistes qui sont sur la table. L'idée, c'est quand même de maintenir du parking, avec un petit coin, parce qu'on avait racheté un ancien verger, l'idée ce serait d'avoir un petit coin avec de la verdurisation aussi. Et puis soit du logement ou du logement, on a quand même beaucoup d'offres. Si le projet de l'aile Saint-Nicolas sort de terre, il y aura déjà une offre suffisante. Donc on pensait peut-être à des espaces bureaux. Ouais. Alors on va parler gros sous dans quelques petites secondes. Gros sous avec le portefeuille communal, si j'ose dire. Mais avant cela, on parle petit sous avec la petite pause publicitaire. Carte sur table revient dans un instant. Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadjou, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la province de Liège, Visite Wallonia et l'avenir. L'Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts te donne toutes les chances d'accéder à des études supérieures, au marché du travail ou à un métier d'indépendant. Viens découvrir toutes nos options et nos nouveautés lors de notre porte ouverte de 1er juillet de 15h à 20h. Info sur saintjoseph3ponts.be. Saint-Joseph Trois-Ponts, une chance pour tous, un avenir pour chacun. Carte sur table avec Olivier Tomezzoli. Voilà, je voulais dire, on va parler gros sous, si j'ose dire, en tout cas budget communal. Alors Fabien Legros, on sait les communes aujourd'hui ont tiré la sonnette d'alarme il y a déjà un petit moment aussi. Ça va être de plus en plus compliqué au niveau des finances communales, notamment avec le retour de l'IPP aussi, qui est parfois un peu décalé par le fédéral, d'autres taxes ou autres, d'autres difficultés en tout cas pour les communes. C'est compliqué là aujourd'hui pour une commune, surtout quand une petite commune, si je puis dire, où le delta entre ce qui rentre et ce qui sort est parfois très faible ou pas. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes. On parle de l'IPP, c'est effectivement une de nos craintes. On a aussi quand même quelques craintes avec la future réforme des chômages. On sait qu'une enveloppe va être attribuée par le fédéral, mais on ne sait pas à hauteur de combien. On ne connaît pas réellement l'impact que ça va représenter pour notre commune. On a la problématique des cotisations de responsabilisation. Donc, on a aussi reçu des projections financières fin de l'année dernière qui nous faisait des projections sur les futures années. On sait que ça risque d'augmenter. Maintenant, le fédéral doit travailler sur un projet de réforme à ce niveau-là qui, espérons-le, pourra soulager nos communes. J'espère que ce sera le cas parce que sinon, financièrement, ça va être très compliqué. On a aussi l'impact du risque de la perte du Grand Prix en 2028. Pour nous, c'est très important. On parle quand même de 1,5 million à 1,7 million de rentrée fiscale sur le Grand Prix. 2030, on sait qu'on ne l'aura pas. 2028, c'est pas d'interrogation, mais enfin, on doit préparer ces années sans. On le sait suffisamment tôt. Et voilà, il y a déjà une réflexion qui est faite au niveau du service finance pour anticiper ces problématiques. Ça veut dire qu'on peut déjà anticiper, essayer de lisser justement les rentrées du circuit pour essayer de les rétablir d'année en année, plutôt que de recevoir 1,5 million à la grosse souche, on peut dire, redescendre à 1,2 million chaque année plutôt qu'à 1,5 million. On prépare, on est vraiment, déjà avec le compte que nous avons avalisé hier au niveau du conseil communal, il y a déjà de l'aide de 400 000 € qui vient d'être mis de côté à cet effet-là, mais ce n'est pas suffisant. On continue à chercher des pistes de nouvelles rentrées financières, mais en essayant d'impacter le moins possible le portefeuille des stavelotins. Donc les pistes, c'est quoi? C'était par exemple remettre des eurodateurs à Francorchamps. On ne va pas mettre tout le centre de Francorchamps en parking payant, mais on a repris un tronçon de voirie qui est en dessous de l'hôtel de la Source. On se rend compte que c'est rempli avec les voitures qui se rendent au circuit toute la saison.
c'est une des pistes qui pourrait déjà nous ramener de l'argent supplémentaire. On a d'autres pistes à l'étude, donc on travaille vraiment là-dessus. Alors pour revenir à la réforme du chômage aussi, il y a beaucoup de communes, surtout l'opposition aussi, notamment le PS qui tire la sonnette d'alarme en disant que c'est les CPS qui vont traquer ici quand les chômeurs longue durée seront exclus de leur droit de chômage. Est-ce qu'on a une idée pour une commune comme Stavelot de ce que ça va représenter comme charge supplémentaire pour le CPS ou pas? Actuellement, on n'a pas reçu vraiment de chiffres détaillés. On est en relation régulière avec le CPS, mais pour le moment, on n'a pas reçu cette estimation-là. Donc, oui, forcément, le CPS risque d'être impacté et la dotation communale aussi. Donc, c'est une grosse crainte. Alors, Stavelot est une ville touristique, culturelle aussi, sportive avec le circuit. Il y a beaucoup de choses. Il y a Plopsaco également, bien entendu. Il y a pas mal de tourisme. Ça rapporte quand même beaucoup, on va le dire comme ça. Mais parfois, il y a des nuisances, notamment dans la création de gîtes, la gestion des gîtes de grande capacité et autres. On revient au conseil communal de hier soir, parce que majorité et opposition, vous avez adopté justement un texte pour essayer de régulariser tout ça, en tout cas de gérer tout cela, non? Oui. Donc en fait, hier, il n'y a pas eu de vote. En fait, c'est ce qu'on appelle, ce document s'appelle une ligne de conduite. Donc ligne de conduite qui a été avalisée par le collège et on a mis en point information. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en information? Parce que même des membres de notre groupe politique trouvaient que c'était quand même un sujet qui nécessitait une grosse réflexion et le délai n'était pas suffisant pour leur permettre de pouvoir apporter des modifications, des suggestions. Donc ici, on a donné l'information sur ce qui a été présenté au collège. Ça veut dire que le service urbanisme pourra se baser sur cette note. Ensuite, on va intégrer quelques remarques. On a eu des propositions du groupe de l'opposition hier. Que vous avez pris en compte? On va regarder, on va analyser le tout. L'idée, c'est de remettre tout ensemble et de voir ce qui est le plus cohérent possible et d'avoir une charte qui est la plus stricte possible pour essayer d'arriver à un bon résultat. Et alors, l'idée, ce serait de passer ce point au conseil communal du mois de septembre, une fois qu'on aura récolté les avis et suggestions de notre groupe et du groupe de l'opposition. Le but et la volonté, c'est quoi? C'est de créer un cadastre, entité par entité, village par village, pour dire qu'on a autant de gîtes ou pas admis ou pas, autant de places disponibles ou pas? Non, en fait, il existe déjà ce cadastre, puisque quand on a les demandes au collège, donc le collège a déjà refusé certains projets. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 catégories de gîtes. Les gîtes de petite capacité, de moyenne capacité, de grande capacité. Donc de regarder par rapport à la situation. On a quand même le circuit, donc on doit avoir une capacité d'accueil, mais je pense qu'on est déjà bien fourni puisqu'on parle quand même de plus de 3000 lits avec les villages de vacances et les hôtels sur le territoire. Maintenant, voilà, il y a gîtes et gîtes. Je pense par exemple à un particulier qui a racheté une ancienne ferme, qui a une vieille grange ou une remise et qui souhaite la réhabiliter pour accueillir un gîte de 2 ou 4 personnes. Ça ne cause pas des nuisances. Par contre, si toute la ferme a une capacité d'accueil en plein centre du village avec des voisins directs, avec 25 personnes ou même 12 personnes, c'est pas la même chose. Donc on essaye d'être très attentif et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec l'opposition à ce niveau-là. Oui, et depuis peu, les communes ont justement la mainmise aussi justement sur les permis à accorder ou pas pour transformer des maisons, des habitations en gîtes aussi. C'est un outil supplémentaire justement pour pouvoir gérer cet afflux touristique et les nuisances éventuelles. Oui, c'est un outil supplémentaire et on se réjouit de cette décision qui date de 2023 maintenant. C'est vrai qu'avant, par exemple, quelqu'un qui rachetait une habitation et qui disait « je vais faire un gîte », on n'avait pas beaucoup de leviers, hormis les autorisations du service incendie, puisqu'il y a quand même un rapport de visite, ils doivent répondre à certaines normes. Mais ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est que certains promoteurs vendent les bâtiments en expliquant qu'il y a possibilité d'y faire un gîte. Les gens achètent en bonne foi. On a encore eu un cas cette semaine. Francorchamps, oui, aussi, et puis alors, on se rend compte que... Ils lancent leur activité, on découvre des annonces booking, etc., alors que nous ne sommes pas favorables. Donc on a aussi un gros travail de lutte à ce niveau-là. Alors pour revenir dans l'actualité, on en a parlé en tout début de semaine, c'est l'école. On va revenir à l'école et à la prochaine rentrée scolaire avec l'angoisse de la directrice de l'école de Francorchamps et hockey, avec la plantation de hockey, la classe de maternelle qui pourrait fermer. C'est une situation aujourd'hui. Il manque, je pense, un élève là aujourd'hui. Voilà, c'est malheureux, non? Évidemment, parce qu'en plus, en parallèle, à côté de ça, on a parlé qu'aussi à Neuville, ça n'arrête pas de se développer, que l'école de Francorchamps pourrait déjà être trop petite malgré son agrandissement aussi. Il y a un déséquilibre entre les deux, non? C'est-à-dire qu'à hockey, actuellement, vous savez, dans les villages,
c'est toujours cyclique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pics où il y aura moins de rentrées. Bon, en Francorchamps, c'est moins le cas puisque l'école a une capacité d'accueil et est très bien fournie à ce niveau-là d'ailleurs, plus importante. Mais actuellement, effectivement, il manquait 3 élèves puisqu'on n'était plus au seuil des 10 élèves. Il faut savoir qu'on avait une dérogation pour être à 10 élèves encore cette année. Et puis après, on doit passer à 12 élèves. Il semblerait, d'après les informations qu'on a, que pour l'année prochaine, ce ne soit pas le cas. Donc ici, effectivement, il manque un élève. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne dynamique. Il y a eu beaucoup de partage, il y a beaucoup de mobilisation des villageois, des enseignants, de la directrice. Il faut quand même saluer tout le travail de l'équipe d'enseignants de cette école. Et je pense qu'on va y arriver. Je suis une nature optimiste et je suis persuadé qu'on aura une solution. Sinon, au pire, est-ce que la commune serait prête à prendre en charge une institutrice sur fonds propres, comme Trois-Ponts, on l'a fait pour son école maternelle à Trois-Ponts cette année-ci? Est-ce qu'on serait prêt finalement à se dire, finalement, on garde quand même la classe ouverte, mais c'est la commune qui prend en charge? Le sujet n'a pas encore été porté à la connaissance du collège. On n'est pas encore à ce niveau-là. Maintenant, on est en train de regarder pour évidemment maintenir cette école de village, ça c'est clair. Donc je pense que ça pourrait être une solution. On l'a déjà fait en prenant par exemple certaines périodes d'enseignantes qui n'étaient pas tout à fait subsidiées et on se rendait compte qu'il y avait un manque. On l'a déjà fait. Donc je pense que si ça peut aider l'école à maintenir le cap pendant 1 an, maintenant si c'est à long terme, c'est des réflexions à avoir aussi, mais je pense en tout cas que la volonté du collège est de maintenir et de sauvegarder l'école. Ouais, on parle bien de la classe maternelle à l'école de hockey, parce qu'il y a une classe de 5, 6e primaire aussi. D'ailleurs, les 6e passaient le CEB. Lundi matin, voilà une petite pensée aussi pour tous les élèves et les étudiants qui attendent leurs résultats qui vont tomber d'ici peu, parce que c'est bientôt les délibérations dans beaucoup d'écoles. Voilà, on croise les doigts pour eux. En tout cas, Fabien Legros, on arrive à la toute dernière ligne droite. L'émission s'appelle Carte sur table. On va jouer carte sur table, mais de manière un petit peu sympa quand même, avec votre 3-4 dernières cartes, si je peux dire, votre carte d'atout, votre principale qualité à vous. Si on devait vous résumer, là, ce serait quoi? Ouais, je dirais l'écoute. L'écoute, la disponibilité. Je pense que c'est mon atout. Et votre carte de cœur, la personne sur qui vous pouvez vous reposer, compter sur toute occasion, en toute occasion, serait qui? Mon épouse. Mon épouse, je pense que quand il y a des moments plus durs ou des difficultés, elle est toujours là. Elle m'écoute, on parle beaucoup. Et elle est toujours en soutien, même si elle ne vient pas nécessairement aux sorties publiques, parce qu'elle n'aime pas toujours ça. Elle préfère rester en retrait avec les enfants, mais c'est vraiment une personne sur qui je peux compter. Ça veut dire que la vie d'un bourgmestre, là, aujourd'hui, une vie très chargée, est parfois très compliquée, qu'il y a parfois des moments de doute, des coups durs ou pas, ou des coups de mouche, des coups de déprime, je ne vais pas le dire comme ça, mais est-ce que c'est compliqué vraiment? Il faut pouvoir avoir quelqu'un qui a une épaule sur laquelle se reposer? Je vais dire des moments de doute, je n'en ai jamais. Maintenant, il y a des moments durs, et ce qui mérite le plus, c'est parfois les retours des administrations où c'est très lent, où on n'a pas les réponses qu'on souhaiterait, etc. Ça, c'est le plus dur, mais j'aime bien d'avoir son avis. Je ne parle pas de tous les poids, évidemment, puisque au niveau du collège, il y a quand même une certaine confidentialité, mais sur certains dossiers, sujets où, quand elle est à l'extérieur, elle a un avis plus neutre, et elle peut me dire, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ou parfois elle regarde les conseils communaux, et elle me dit, ça c'était bien, ou ça, t'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. C'est toujours une critique positive et constructive. Toute dernière carte, c'est le valet noir, le valet puant, comme on dit aussi. Ce que vous détestez vraiment chez les gens de la société ou de la société actuelle, ce qui vous horripile, on me dit, c'est quoi? Ce qui m'horripile le plus, c'est les gens qui, par des communications, essaient de s'approprier le travail des autres. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je pense qu'on peut travailler en collaboration, on peut s'entraider, on peut faire part de certaines choses. Et je pense que quand un projet aboutit, il faut avoir le mérite et l'honnêteté de dire grâce à qui ça se fait. Je prends par exemple la charte des gîtes. Si on arrive à faire un travail complet avec l'opposition, je n'ai pas de souci à le saluer et à le reconnaître. Mais par des sorties de presse, essayer de s'attribuer des travaux qu'on n'a pas fait, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Parfait, voilà, le message est passé. Merci Fabien Legros d'avoir été en direct avec nous dans ce carte sur table de ce fin juin. Je ne sais pas si c'est ainsi, mais il y a le soleil qui sort là maintenant, parce qu'il faisait un peu gris ce matin. Voilà, c'est une histoire de vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end de 24 heures. J'imagine, en tout cas, quand on est bourgmestre de ce tableau. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Passez-vous aussi un très très bon week-end et à très vite. Et à lundi matin en tout cas. Merci à vous. Carte sur table vous donne rendez-vous le mois prochain. Besoin de